Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Le cessez-le-feu est mort. Il a duré moins d'une nuit. Et en ce moment même, les bombes tombent, les missiles volent, et le Moyen-Orient est assis sur un baril de poudre qui est sur le point d'exploser d'une manière à laquelle personne n'est vraiment préparé. Un cessez-le-feu a été annoncé. Les deux camps l'ont accepté, et dans l'heure qui a suivi, pas un jour, pas une semaine, dans les 60 minutes suivant cette annonce, l'Iran a lancé une salve complète de missiles balistiques directement sur Israël. Dans l'univers de Trump, un cessez-le-feu semble vouloir dire qu'on annonce la paix d'abord et qu'on vérifie les explosions après. Ce n'est pas un cessez-le-feu. C'est une déclaration de guerre habillée en langage diplomatique, et ce qui se passe en ce moment doit être compris avant que la situation n'escalade vers quelque chose de bien plus dangereux que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Voici tout ce qui s'est déroulé pendant la nuit du 8 avril au matin qui a suivi l'annonce du cessez-le-feu. Et c'est grave, très, très grave. La seule façon de le comprendre, c'est de passer tout cela étape par étape. Mardi soir, le président Donald Trump et la partie iranienne ont tous deux annoncé un cessez-le-feu. C'était censé être un tournant. C'était censé être le moment où les tirs s'arrêtaient et où la diplomatie prenait le relais. C'était le plan. C'était l'espoir. C'était aussi un autre rappel qu'un message sur Truth Social n'est pas la même chose qu'un contrôle stratégique. Ce qui s'est réellement passé est tout autre. Depuis l'annonce du cessez-le-feu, l'Iran a lancé des missiles sur Israël, les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït. 4 pays ciblés. 4 pays frappés par des missiles balistiques et des drones d'attaque alors que le cessez-le-feu était censé être en vigueur. Le seul pays du Golfe qui n'a pas été frappé jusqu'à ce matin est l'Arabie Saoudite. Tous les autres grands États du Golfe ont été visés. La question cruciale est de savoir qui prend réellement ces décisions. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas au sujet de l'Iran en ce moment, c'est que l'IRGC, le corps des gardiens de la révolution islamique, est la faction la plus extrême, la plus militante, la plus dangereuse à l'œuvre à l'intérieur de l'Iran. Et en ce moment, l'IRGC n'est pas seulement influent, il dirige effectivement le pays. Il a les armes, il a les moyens militaires, il contrôle les missiles, il contrôle l'infrastructure militaire. Donc, quand la direction politique iranienne s'assoit et signe un accord de cessez-le-feu, cela ne veut absolument rien dire si l'IRGC décide qu'il ne va pas le respecter. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les politiciens ont signé l'accord. L'IRGC a pris les codes de lancement et a commencé à tirer. Voilà ce qui arrive quand la diplomatie est traitée comme de l'éclairage de scène et que ceux qui ont les missiles ignorent le scénario. Donc, le cessez-le-feu est annoncé et l'IRGC déchaîne des missiles balistiques sur les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et Israël, le tout quelques heures seulement, après que l'accord a été rendu public. L'IRGC l'a rendu parfaitement clair. Il n'a aucune intention de s'arrêter. Et tant qu'il continue de tirer, d'autres pays vont riposter. D'autres pays vont répondre par le feu. Et toute la région s'enfonce davantage dans un conflit qui était censé s'apaiser. L'un des développements les plus importants de la nuit concerne ce qui s'est passé après l'annonce du cessez-le-feu. L'Iran a frappé la principale installation pétrolière et gazière des Émirats arabes unis avec des missiles balistiques. Une frappe directe sur une infrastructure énergétique critique. C'est un acte de guerre, quelle que soit la définition, et la réponse a été immédiate et dévastatrice. Ce matin, le 8 avril, la raffinerie de pétrole de Lavan, en Iran, a été soufflée, complètement détruite. Il y a eu d'énormes explosions, du feu, de la fumée qui montait dans le ciel. Cela s'est produit environ 12 à 13 heures après l'entrée en vigueur supposée du cessez-le-feu. L'infrastructure pétrolière iranienne est en flammes. Le grand lancement a pu être eu lieu comme prévu, mais pas la stabilité. Ce qui rend cela encore plus important, c'est que personne n'en a revendiqué la responsabilité. Personne ne revendique la frappe contre la raffinerie de Lavan. On ne sait pas avec certitude si c'était Israël. On ne sait pas si c'était les États-Unis. Il se pourrait très bien que ce soit les Émirats arabes unis qui aient riposté après avoir vu leurs propres installations pétrolières frappées. Les Émirats arabes unis ont subi une frappe directe de missiles balistiques sur leur infrastructure énergétique après l'annonce du cessez-le-feu. Ils ont toutes les raisons et toutes les capacités pour répliquer. Les médias d'État iraniens accusent déjà les États-Unis et Israël. Mais au moment de cet enregistrement, aucun des deux pays n'a confirmé ni nié son implication. Ce que l'on sait, c'est que les installations pétrolières iraniennes ont été durement touchées. Les incendies brûlent encore, et le cessez-le-feu qui était censé mettre fin à tout cela s'est totalement et complètement effondré. La version conférence de presse promettait l'ordre. La version sur le terrain n'a pas reçu le mémo. Au même moment où la raffinerie de Lavan a été frappée, des cibles à Ispahan ont aussi été bombardées après le cessez-le-feu.
des explosions ont été vues sur des images en provenance de la région. Ispahan, qui abrite certaines des infrastructures militaires et nucléaires les plus sensibles d'Iran, a été frappé après que l'accord de paix était censé être en place. L'une des grandes questions au moment d'aborder ce cessez-le-feu était de savoir s'il s'appliquait au Liban, s'il s'appliquait au Hezbollah. La réponse, au vu de ce qui se passe sur le terrain en ce moment, est non. Les cibles du Hezbollah au Liban sont durement frappées ce matin. Les images qui circulent montrent d'immenses colonnes de fumée s'élevant de plusieurs endroits, des zones entières réduites en décombres. Il y avait des récits contradictoires sur le fait que le Liban soit inclus ou non dans l'accord de cessez-le-feu. Israël a dit qu'il respecterait l'accord, mais les attaques contre les positions du Hezbollah ne se sont pas arrêtées. Le Liban demeure une zone de guerre pleinement active jusqu'à ce matin. Les bombardements continuent, la destruction se poursuit. Les petits caractères de ce plan de paix semblent avoir été écrits à l'encre qui disparaît. Et puis, il y a Bagdad. Au-dessus de Camp Victory, la grande installation américaine à Bagdad, on a vu de la fumée s'élever ce matin après une attaque importante. Une position militaire américaine a été frappée après l'annonce d'un cessez-le-feu. Voilà à quelle vitesse la situation se détériore. Des actifs américains sont ciblés au lendemain d'un accord de paix. Pour un camp politique qui vend la force par gros titres, c'est une manière spectaculaire de perdre le contrôle du récit. Le Koweït mérite une attention particulière parce que ce qui s'y est produit ce matin est remarquable et alarmant. 28 drones d'attaque iraniens ont été lancés contre le Koweït ce matin. 28 drones. Ce n'est pas un incident isolé. C'est une attaque militaire coordonnée. Et elle s'est produite après le cessez-le-feu. Les tirs n'ont pas ralenti. Les lancements de drones et de missiles n'ont pas ralenti. Au contraire, le volume des attaques est demeuré constant et, dans certains cas, il a augmenté. Les Émirats arabes unis ont aussi annoncé ce matin qu'ils avaient de nouveau été frappés. D'autres missiles balistiques arrivent. Les systèmes de défense aérienne ont été activés et travaillent à intercepter les projectiles. Mais le bilan final de la dernière attaque est de 17 missiles balistiques et 35 drones iraniens lancés contre les Émirats arabes unis en une seule vague. Plusieurs victimes ont été signalées au sol. Ce n'est pas un cessez-le-feu. C'est la poursuite de la guerre sous une autre étiquette. L'étiquette a changé, pas les missiles, ce qui est généralement un mauvais signe pour tout plan de paix vendu, comme de la marchandise de campagne. Le détroit d'Ormuz est l'endroit où cette situation devient quelque chose auquel tout le monde doit porter une très grande attention. Selon les systèmes de suivi du trafic maritime jusqu'à ce matin, les seuls navires qui circulent réellement dans le détroit d'Ormuz sont des navires iraniens. C'est tout. Aucun transport commercial. Aucun pétrolier international. Aucun trafic extérieur. Le détroit est, dans les faits, fermé au monde et ouvert seulement à l'Iran et à ceux que l'Iran décide de laisser passer. Cela ne fait que 12 à 13 heures que le cessez-le-feu est en place. Mais le signal envoyé aux marchés mondiaux de l'énergie et au transport maritime mondial ne peut pas être sous-estimé. Si le détroit d'Ormuz reste fermé au trafic international pendant une période prolongée, les conséquences économiques seront sévères et ressenties partout dans le monde. C'est généralement à ce moment-là que le camp du tout est sous contrôle commence à écrire en majuscules et à appeler ça de la stratégie. Au même moment, une puissance aérienne américaine massive continue d'affluer dans la région. Des avions ravitailleurs, des avions cargo, des moyens militaires arrivent sans arrêt. Un pont aérien vers le Moyen-Orient est en train d'être mis en place. La présence aérienne n'a pas ralenti du tout. La posture militaire américaine dans la région ne recule pas, elle s'élargit. Cela raconte à lui seul toute l'évaluation que Washington fait réellement de la stabilité de ce soi-disant cessez-le-feu. Rien ne dit mieux calme et sous contrôle que de précipiter davantage d'avions dans une région juste après avoir déclaré victoire. Les déclarations de Trump sur Truth Social dressent aussi un portrait très précis de la façon dont l'administration voit la suite. Trump a écrit que les États-Unis travailleront étroitement avec l'Iran, qu'il a décrit comme ayant connu ce qu'il a appelé un changement de régime très productif. Ce à quoi il semble faire référence, c'est le fait que l'IRGC a effectivement consolidé son pouvoir à l'intérieur de l'Iran. La faction ultra-radicale contrôle maintenant plus que jamais la situation. Qualifier cela de productif ressemble moins à une stratégie qu'à un exercice de communication en quête de pupitre. Il a ensuite affirmé qu'il n'y aurait aucun enrichissement d'uranium et que les États-Unis travailleraient avec l'Iran pour localiser et retirer tout le matériel nucléaire profondément enfoui. Il a mentionné la surveillance satellitaire de la Space Force en disant que rien n'avait été touché depuis la date de l'attaque. Il a parlé de discussions sur l'allègement des tarifs et des sanctions en affirmant que plusieurs des 15 points de négociation avaient déjà été acceptés. Il a ensuite publié un message qualifiant cela de grande journée pour la paix mondiale. Il a dit que l'Iran voulait la paix, qu'il en avait assez. Il a dit que les États-Unis aideraient à régler l'engorgement du trafic dans le détroit d'Ormuz
et il a parlé de reconstruction, d'envoi de fournitures et de ce qu'il a appelé les âges d'or possibles pour le Moyen-Orient. C'est un argumentaire ambitieux. Promettre la paix, la reconstruction, le contrôle du transport maritime et un âge d'or, alors que la fumée n'est même pas encore dissipée. Mais ensuite vient la déclaration qui compte vraiment. Trump a annoncé que tout pays fournissant des armes militaires à l'Iran serait immédiatement frappé d'un tarif de 50% sur tous les biens vendus aux États-Unis, avec effet immédiat. Aucune exclusion. Aucune exemption. La raison pour laquelle cette déclaration est importante est évidente. La Chine et la Russie vont utiliser cette pause de 2 semaines pour charger des avions d'armes et inonder l'Iran d'équipements militaires aussi vite qu'elles le pourront. C'est du Trump classique. Quand la réalité refuse de coopérer, on la menace avec un tarif et on espère que l'angle plaît aux caméras. Et voici la réalité brutale. Ni la Chine ni la Russie ne se soucient vraiment d'une menace de tarif de 50% si l'autre option consiste à laisser s'effondrer ou s'affaiblir considérablement un régime allié critique. La Chine a besoin de l'Iran. La Chine a besoin du pétrole iranien. La relation entre Pékin et Téhéran n'est pas facultative pour la Chine. Elle est stratégique et essentielle. La Chine fera tout ce qu'il faut pour maintenir le régime iranien fonctionnel et approvisionné. Elle fournissait déjà des armes avant que ce conflit ne s'aggrave. Elle va en fournir beaucoup plus pendant toute pause dans les combats. Aucune menace tarifaire ne change ce calcul. Les grandes puissances ne redessinent généralement pas toutes leurs cartes stratégiques parce que quelqu'un a écrit en majuscule sur des conséquences. La Russie est dans la même position. La Russie a tout intérêt à garder l'Iran armé et engagé dans le combat. Un Iran affaibli est une victoire pour l'Occident, pour Israël et pour l'influence américaine dans la région. La Russie ne le permettra pas si elle peut l'empêcher. Alors ce que cela signifie pour le cessez-le-feu est très clair. La pause de 2 semaines, si elle tient tant soit peu, ce qui, à la lumière de tout ce qui est visible ce matin, est extrêmement douteux, va être utilisé par l'Iran pour se réarmer, se réapprovisionner et reconstruire sa capacité militaire. Et quand les combats reprendront, et selon toutes les preuves disponibles, ils reprendront presque certainement, ils reprendront avec un Iran disposant de beaucoup plus d'armes qu'au début de la pause. Cette situation ne s'apaise pas. Elle prend de l'élan vers une explosion beaucoup plus grande. Autrement dit, cette pause risque de devenir exactement ce que le style de communication trumpiste devient souvent. Une annonce spectaculaire qui achète des images pendant que le problème de fond empire. Jusqu'à ce matin, le 8 avril, voici où en sont les choses. L'Iran a frappé Israël, les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït après l'annonce du cessez-le-feu. La raffinerie de pétrole de Lavan en Iran a été détruite par un acteur inconnu. Ispahan a été bombardé. Le Hezbollah continue d'être frappé au Liban. Une position militaire américaine à Bagdad a été touchée. Le Koweït a été frappé ce matin par 28 drones iraniens. Les Émirats arabes unis ont encaissé 17 missiles balistiques et 35 drones dans une attaque de suivi. Le détroit d'Ormuz est dans les faits fermés au transport maritime international. La puissance aérienne américaine afflue dans la région. Et la Chine et la Russie se préparent presque certainement à réapprovisionner l'Iran pendant la fenêtre offerte par ce soi-disant cessez-le-feu. Cela a tenu une nuit, un seul sommeil. Voilà combien de temps ce cessez-le-feu a tenu avant de basculer dans un chaos presque total. La situation sur le terrain évolue vite. Les attaques continuent à un volume élevé. La situation dans le détroit d'Ormuz est critique. La fenêtre de réarmement est ouverte. Et les conditions d'une reprise beaucoup plus vaste et beaucoup plus brutale de ce conflit se mettent en place en temps réel. C'est pas terminé. Pas du tout. Cette situation évolue d'heure en heure et chaque élément compte. Le slogan promettait la paix. L'horloge n'a même pas tenu jusqu'au déjeuner. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.